Christelle Barthélémy, je suis cofondatrice et directrice adjointe de Mosaïque RH. Alors, Mosaïque RH, en fait, on est aujourd'hui une structure qui a 10 ans d'existence. On a mis à l'emploi 5000 jeunes issus de quartiers populaires, diplômés. On est présent sur plusieurs territoires. On est en Île-de-France avec des actions renforcées à Paris, dans les Yvelines et dans le Val d'Oise. Et puis on est présent à Lyon, à Roubaix, à Toulouse et à Nantes. C'est notre antenne d'appellation. On a environ 150 entreprises clientes et on est aujourd'hui un peu leader sur nos sujets. Alors ça c'est, on est entre nous, on va se le dire, ça c'est la version bling bling. La réalité quand on s'est créé avec Saïd Amouche, lui vient de Bondy, moi j'ai grandi à Villiers-le-Bel. On faisait un constat, c'était que dans nos quartiers respectifs et dans pas mal de quartiers en France, on avait des jeunes de plus en plus diplômés qui étaient invisibles dans les médias, puisque quand on parlait de banlieue, on parlait de jeunes à capuche qui brûlaient des voitures. Ça ne correspondait pas du tout à la réalité que nous on vivait dans nos quartiers, avec des RER qui sont pleins dès 6h du matin pour aller à la fac, pour aller bosser. On trouvait ça dommage, parce qu'on avait, nous, commencé une carrière professionnelle après nos études supérieures, et on recevait des offres d'emploi, des boîtes recrutaient, et on trouvait qu'il y avait vraiment deux mondes qui ne se connaissaient pas, des entreprises qui avaient des besoins de recrutement, et des candidats qui étaient bons, qui étaient motivés, qui avaient un besoin qui était pas pourvu, c'est-à-dire qu'on avait des services de l'emploi qui n'arrivaient pas à mettre en connexion, ou pas assez, des structures privées qui faisaient de l'intermédiation, mais pour qui une partie de la population restait toujours invisible et passait à travers les radars des boîtes. Donc, on a lancé Mosaïque avec un positionnement qui était un peu différent de ce qui existait à l'époque. C'était le tout judiciaire sur ces questions de discrimination à l'emploi, avec des structures qui ont fait un gros travail, on les en remercie, de SOS Racisme notamment, qui faisait des testings à l'entrée des boîtes de nuit ou dans les entreprises. On avait la réponse qui était une réponse un peu larmoyante et victimaire, voilà, des structures qui avaient fait aussi un gros boulot, mais pour qui les jeunes diplômés que nous on identifiait ne trouvaient pas de réponse. Et donc, on a essayé de trouver une réponse un peu nouvelle à cette problématique des jeunes diplômés issus des territoires, en créant un cabinet de recrutement, donc en trouvant une solution économique à un problème sociétal. Et donc en lançant Mosaïque RH, qui avait un positionnement, une structure juridique associative, mais avec vraiment l'objectif d'aller trouver des entreprises pour leur vendre des prestations de recrutement et mettre à l'emploi des candidats, c'est-à-dire de dépasser simplement des objectifs de mise en relation type parrainage, mais vraiment de challenger les entreprises sur la mise à l'emploi. Ça, c'était les constats qu'on a fait quand on s'est lancé. Et hélas, qui ne bouge pas beaucoup, puisque aujourd'hui, on est toujours en moyenne, ça fait 10 ans qu'on existe, toujours à 2,5 fois plus de CV envoyés quand on vient d'un de ces territoires. Une statistique qui marque c'est à Bac+5, un jeune qui vient d'un territoire moins privilégié sera à 52% de chance de devenir un manager, donc un cadre. C'est 72% quand on vient d'un territoire plus privilégié. Et ça, pour nous, c'est un manque à gagner incroyable pour la France, puisque une étude récente de France Stratégie montre qu'on peut gagner en France entre 1,5 et 14% de notre PIB national si on élimine les discriminations qui sont faites, notamment sur la base d'origine ethnique ou d'égalité pro. Donc si les femmes avaient autant d'opportunités que les hommes et les personnes qui sont d'origine ethnique différente avaient les mêmes chances, on gagnerait en moyenne, soit minimum entre 1,4 et même 14% de notre PIB. Donc je vous l'expliquais tout à l'heure, on a des structures qui sont des intermédiaires de l'emploi privé, qui eux sont for profit, font du business, ont des actionnaires et se rémunèrent quand ils placent des candidats. On a des structures qui, là, sont plus dans l'intérêt général, fluidifier le marché de l'emploi, s'occuper de ceux qui ont un peu plus besoin d'être mis en relation. Donc là, on est plutôt sur de l'intérêt général et qui s'occupent plutôt du besoin du candidat. Des gens qui sont aussi positionnés, qui font parfois des prestations pour ceux qui sont en haut, d'outplacement, qui vont essayer d'accompagnement sur des mesures publiques. Je
je pense notamment à la garantie jeune. Et nous, il y avait un champ qu'on a commencé à occuper en se disant, avec un nouveau modèle économique, alors quand on s'est lancé, on l'a fait spontanément, très vite on nous a dit mais vous êtes une entreprise sociale. On ne savait pas du tout ce que c'était, puisque nous au début, quand on a lancé Mosaïque, on nous a dit ça ne marchera jamais, les boîtes elles ne paieront jamais pour embaucher vos candidats. Donc pendant quand même la première année, les gens qu'on rencontrait, c'était mais pourquoi vous occupez pas des décrocheurs, c'est eux qui en ont le plus besoin. Alors que nous, notre rêve, c'était quand même de mettre à l'emploi des jeunes qui ont des diplômes et qui, à terme, deviennent des managers, deviennent des décideurs et qui eux-mêmes vont changer d'un point de vue systémique la façon dont on recrute en France et la façon dont on gère les boîtes. Et on s'est dit, ben, les jeunes qu'on va placer maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans, eux seront dans les top management et pourront changer aussi la façon de faire en France. Donc voilà, ça c'était le rêve de départ. Je pense que c'est important de vous le rappeler pour après nous focaliser sur l'offre. Donc aujourd'hui, un beau schéma, top. Pour en arriver là, je peux vous dire qu'on en a passé et des séminaires, et des prises de tête, et voilà. Et on a évolué, et on continue d'évoluer, puisque là, ce schéma date de 3 semaines. Et là, on ne sait toujours pas si notre innovation, elle va être là, ou peut-être un bout ici, un bout là. Donc, on est toujours finalement en mouvement. Ce n'est pas l'objet du séminaire, mais nous, on a toujours en tête notre impact social. Et du coup, ça chamboule parfois aussi la façon dont on appréhende et nos services et nos produits, ceux qu'on choisit de faire perdurer, ceux qu'on abandonne. Et qu'on est toujours parfois, même en interne, toujours en train de danser sur 2 pieds, notre impact, le business, notre impact, le business. Alors on a un certain nombre d'activités. Mosaïque RH, au départ, quand on s'est lancé, c'était vraiment l'objectif d'être un cabinet de recrutement, sans nous enrichir, donc on a choisi consciemment d'être une association. Mais c'était vraiment le postulat de base, changer la donne, c'est mettre à l'emploi ces jeunes diplômés qui ont trop de mal à trouver. C'était vraiment le postulat de départ. C'est ce qu'on a lancé, première activité. Donc là, il fallait trouver du business, aller trouver des entreprises qui nous missionnaient, aller trouver les candidats et faire un job d'intermédiaire. Très vite, on a été un peu dépassé par ce qu'on offrait et le bouche à oreille, les médias, très vite, parce que notre structure était un peu nouvelle, on a reçu des milliers de CV. C'est-à-dire que très vite, on a été face à une problématique et on n'avait pas assez d'offres. Par contre, on avait énormément de CV. Et donc là, on a créé notre deuxième activité qui était plutôt de l'ordre de l'activité non marchande, qui est le campus où on va accompagner les candidats. On leur offre des programmes d'accompagnement coaching. Tout est gratuit pour les candidats, toujours. On a commencé à structurer cette offre pour pouvoir aussi répondre à un besoin qui répondait aussi à un besoin qui était ancré dans nos statuts, c'est-à-dire de mettre à l'emploi. Et là, on n'allait pas chercher des offres, là on les outillait pour qu'eux puissent aller chercher des offres. Puis très vite, quasiment en 2008, alors ça on l'a structuré après, mais on se l'est dit après, quand on a regardé notre histoire, on s'est dit, bah oui c'est vrai, il y a environ 20 à 25% du temps des équipes qui sont dédiées à des nouveaux projets, des nouvelles actions. Les 3 premières années, on a fait des CV vidéo, c'était il y a 10 ans. Nouvelle façon de lutter contre les discriminations et de lutter contre les stéréotypes. Donc ça, c'était une nouvelle façon de faire. On a lancé après un service pour les TPE-PME. Il n'y avait pas de ressources en face dans ces TPE-PME. Et donc on a monté un service spécifique pour elles. Et puis là, aujourd'hui, on a cette innovation-là, qui est l'innovation digitale, je vous en parlerai un peu plus en détail, qu'on incube depuis 2 ans, avec beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens. Donc c'est une activité en tant que telle, ce Mosaïque Lab, qu'on qualifie d'activité non marchande, puisqu'on va détecter des opportunités de financement autres que de la vente pure. Et puis en 2015-2016, on lance notre fondation. Besoin de prendre de la hauteur, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le cabinet Mosaïque RH met en l'emploi, et il le fait de façon rapide, c'est-à-dire qu'il fait de l'intermédiation. Mais sur nos questions, on a besoin d'être
un peu plus dans des démarches de plaidoyer. Et ça prend du temps, ce ne sont pas les mêmes actions. Donc on lance la Fondation Mosaïque aussi pour prendre de la hauteur. Et donc on a le top 10 des recruteurs de la diversité, 3e édition bientôt. On montre des pratiques innovantes, des pratiques remarquables, avec l'objectif de les diffuser. En 2016, 15 jours après les attentats, on lance Osons la banlieue, aussi un énorme forum plutôt économique où on met en lien des investisseurs, des entrepreneurs issus de ces quartiers. Et puis là, on teste aussi avec d'autres, on crée des partenariats un peu inédits avec par exemple le Club 21e siècle. On a testé un modèle de recrutement prédictif avec des serious games et 3 startups RH. Donc voilà, la fondation qui vise un peu à diffuser, donner envie, et Mosaïque RH qui est plus l'outil qui va sur le terrain. Alors, j'aurais dû vous mettre le budget total. En 2014, on a un budget d'1 300 000 € à peu près, et on a 30% qui viennent de la vente de prestations. Quand je dis vente, c'est facturation. Aujourd'hui, en 2017, on a réalisé un budget de 2 300 000 €. On a fait 1 million de plus en 3 ans. Et là, 37% viennent de la vente de prestations de recrutement, conseil. Alors, l'offre imaginée, je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'était dit, nous, on va être un cabinet, on va vendre du CDD et du CDI. Ce qu'on a commencé à faire. Puis très vite, on a été rattrapé par 2 choses. Les entreprises 2008-2009 à l'arrêt, crise, très peu de recrutement CDD, CDI. Donc les boîtes qu'on arrivait à rencontrer nous disaient c'est super ce que vous faites, par contre moi je suis en plan social, on a arrêté les recrutements. Par contre, on recrute toujours, il y a l'obligation légale, on recrute toujours en alternance. Et comme ça, on a commencé à développer une offre spécifique alternance, parce qu'en face, quand je vous disais des milliers de CV qui arrivaient, c'était aussi des milliers de CV de candidats qui recherchaient une alternance, Master 1, Master 2. C'est toujours notre angle jeune diplômé. Et donc, on a commencé à mettre en place en fait un produit qu'on a expérimenté et qui maintenant nous permet, il y a près de la moitié des jeunes qu'on place qui sont des jeunes qu'on place sur de très beaux postes en alternance et qui leur donne une opportunité de s'insérer très rapide puisque 70% des jeunes qui réalisent une alternance trouvent une issue favorable à leur recherche d'emploi. Ils sont en poste 6 à 7 mois au plus tard après la fin de leur alternance. Et donc on a commencé à imaginer, à un petit peu développer notre offre. Alors on avait notre offre CDD, CDI, mais on a surtout développé un modèle et un package clé en main qui s'appelle la journée alternance où on va chez l'entreprise, le matin elle explique ses métiers, elle explique ce qu'on fait dans cette entreprise, quels sont les parcours. Il y a un côté marque employeur interne et externe puisque toute la journée en fait l'entreprise fait vivre avant, pendant et après l'action auprès de ses recruteurs. Donc il y a une action un peu aussi pour montrer ce qui est fait en matière de recrutement diversifié. Et puis les candidats, on fait notre job de recruteur. 6 semaines avant, on a des opportunités d'alternance. On fait notre job, on va chercher les candidats, on les évalue en entretien, on les fait venir en atelier, on les prépare et on les présente le jour J lors de cette journée alternance. Donc voilà, on ne savait pas au départ qu'on allait créer ce produit qui serait un produit phare et qui nous a permis de rentrer dans de nombreuses entreprises qui parfois avaient un peu peur de faire des actions en recrutant différemment et pour qui l'alternance est aussi un moyen de tester des choses, c'est-à-dire de se dire on va recruter des candidats différents, mais c'est sur 1 an ou 2. Et donc ça va nous permettre un peu de voir aussi le service Mosaïque, à quoi il ressemble. Donc l'offre imaginée, elle a très vite été en fait absorbée par la réalité du marché. Au départ, on s'est dit, tiens, on va aussi monter des séquences de formation, parce que c'est important de pouvoir impacter positivement les entreprises en montant un service de formation. Donc on a été 3-4 à être formés, formation de formateurs, on avait de très beaux modules de formation, mais en fait,
quand on a voulu commencer à le commercialiser, on s'est dit que la formation, c'était un marché, c'était en 2010, donc ça faisait 2 ans qu'on existait, et qu'en fait, pour investir ce marché de la formation, il y avait des barrières à l'entrée qui étaient telles, et on avait tellement de concurrents, qu'en fait, l'énergie qu'il y avait à mettre dans ce nouveau segment était tellement important qu'on n'était pas encore raccord. Donc on l'a laissé de côté, on a laissé vivre ce service, qui a été un service complémentaire, c'est-à-dire que c'était à la demande des entreprises, où c'était des petits modules qu'on offrait dans le cadre de PAC. C'est-à-dire qu'au départ, notre offre recrutement, elle était similaire à ce qu'on peut trouver dans des cabinets de recrutement classiques. Elle nous paye un pourcentage de la rémunération brute annuelle d'une personne, une personne qui gagne 40K à l'année. Si on fait une mission de recrutement, on prend 20%, ça nous fait 8 000 € environ de rémunération sur un recrutement. Donc au départ, nous, on pensait qu'on allait faire comme les cabinets, un pourcentage de la rémunération brute annuelle. Et puis très vite, notre offre s'est étoffée, donc on a eu cette offre autour des alternants, et là, c'est pas un profil qu'on présente, mais ça peut être 50, 100 profils. Donc comment est-ce qu'on détermine le prix? Donc là, on n'était plus vraiment sur des produits classiques du marché, donc il a fallu qu'on tâtonne et qu'on fasse une analyse un peu fine de combien de temps on passait pour faire ces actions de recrutement. Et au fur et à mesure, ce dont on s'est aperçu, c'est que c'était plus intéressant pour nous de vendre des packages à l'année et d'avoir une possibilité de travailler avec un grand compte sur une campagne d'alternance où on présentait une trentaine de candidats, par exemple, où on leur faisait 3 recrutements à l'année au fur et à mesure de l'année sur des postes cadres ou jeunes diplômés. Plus, dans ces cas-là, on avait l'opportunité de glisser 1 ou 2 journées de formation. Et c'est dans ce cas-là, ce cadre-là, que la formation, on a continué de la faire vivre comme un petit module très sympathique complémentaire. Sauf que l'an passé, il y a eu une loi, donc la loi Égalité et Citoyenneté, qui rend obligatoire la formation pour les entreprises de plus de 300 salariés, formation des recruteurs sur les questions de lutte contre les discriminations. Et donc là, il y a un marché énorme qui s'est ouvert. Et du coup, il est temps aujourd'hui d'ouvrir, on a donc développé un pôle spécifique conseil-formation, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui n'existait pas en tant que tel avant l'an passé, qui était un peu inclus dans nos prestations globales de recrutement. Et là, il y a l'opportunité qui se crée réellement d'aller sur ce marché. Par rapport à 2010, on a une base de données de clients et de clients potentiels qui est bien plus importante. On est bien plus connu et référencé sur le marché. Et on a cette opportunité légale. Donc, quand tu en parlais tout à l'heure, quel est l'environnement réglementaire qui évolue et qui fait qu'on a l'opportunité de développer ces actions sur un marché qui est bien plus lucratif que nos missions de recrutement classiques, où les marges sont quand même sont pas élevées, et où on est en concurrence avec les acteurs classiques du marché. Donc l'offre imaginée, on a dû la faire évoluer, elle continue d'évoluer. Les prix. Il y a toujours des moments où on vend à perte. On le fait moins maintenant. Pendant 2 ans, 2008-2010, on avait un mal fou à dire oui, on est payant. Enfin, parce que dans l'imaginaire collectif, on était une asso, donc on rencontrait des entreprises qui nous disaient mais vous êtes une asso, c'est gratuit. Puis vos candidats, quand même, on leur fait vous pouvez nous dire merci si on les prend. Donc on a mis quand même un certain temps à être droit dans nos bottes et à dire on vous offre un service de qualité, on vous offre une expertise, vous ne savez pas aller dans ces quartiers, vous ne savez pas identifier ces candidats. Et donc notre service, il a un prix. Il a un coût, il a un prix. Et ce qui a permis de légitimer en fait notre posture, de dire on vend une prestation, on est certes une association, c'est 2 choses. C'est les candidats qu'on vous apporte sont bons, motivés, vous les avez rencontrés, vous les avez évalués positivement, vous en avez recruté. Et 2, l'étude montre que 70% d'entre eux ne seraient pas venus vers vous sans notre intervention. On fait des petites études sur quali, sur les candidats qu'on présente. Donc ces 2 choses-là. Et en résonance, on a développé l'activité non marchande
Donc on avait de la légitimité de dire, on vous demande de faire fonctionner un service, parce que c'est un coût, c'est un prix, mais en plus, on réinvestit, donc le travail que vous nous demandez, c'est aussi, en résonance, impacte encore plus que la mission que vous nous demandez. Et donc ça a été plus simple à partir de 2010, d'être un peu plus à l'aise pour vendre une prestation et pouvoir quand même être un petit peu plus affirmé dans la façon de présenter notre modèle. On a tâtonné comme ça pendant, il y a 3 ans, on a retravaillé sur c'était quoi la promesse et sur l'offre. Et on est arrivé à identifier le CAB, cabinet Mosaïque Recrutement, l'espace coaching accompagnement, Mosaïque Campus, et les actions qu'on menait en termes d'innovation. On a demandé à une dizaine de nos plus gros clients, on leur a fait passer un questionnaire, c'est Opinionway qui a réalisé la mission pour nous, de les interroger sur savoir comment ils nous voyaient, qu'est-ce qu'on faisait bien, et on s'est aperçu qu'il y avait un imbroglio autour de nos activités, justement parce que on était toujours en train de, mission sociale, le business model, et le fait d'avoir retravaillé sur notre communication avec vraiment ces 3 actions, d'avoir bien séparé et les équipes aussi, ça, de fait, il y a eu des implications sur la façon de nous structurer. Ça a permis d'être beaucoup plus lisible et d'avoir la plaquette cabinet de recrutement avec l'offre qui est très lisible, l'offre campus, et on ne donne pas forcément, on a réalisé une plaquette qui est globale et puis on glisse dedans des fiches. Et selon les interlocuteurs qu'on va voir, on ne donne pas la même chose. On ne parle pas de la même façon à une collectivité qu'à Veolia quand on va les rencontrer. Donc ça a été pour nous aussi une gymnastique de se reposer les bonnes questions, de se réinterroger sur nos valeurs, de se réinterroger sur nos produits à ce moment-là. Faire grandir ses clients. Faire grandir ses clients, c'est que par exemple, je pensais à ça, on ne travaille plus avec eux pour l'instant, mais on aimerait bien travailler avec eux. Sur notre offre alternance, on a travaillé avec SFR pendant 5 ans et on les a aidés en fait à structurer leur politique alternance. C'est-à-dire que la première année, il n'y avait pas du tout de book des offres en alternance chez SFR. Chacun faisait sa cuisine, chaque service faisait un petit peu ce qu'il pouvait. Et le fait d'avoir commencé un travail avec nous autour de la promotion de la diversité, de recruter différemment, on les a aidés aussi à structurer leur politique alternance. C'est-à-dire d'une année sur l'autre, après 1er mai, toutes les offres étaient remontées, tous les managers savaient qu'il y avait des deadlines, et il y avait une sorte de book de toutes les offres en alternance. Ils ont mis en place un service interne, justement pour référencer toutes les offres. Donc je trouvais intéressant aussi de vous partager ça, c'est-à-dire que même si on est sur un axe, nous, plutôt social, sociétal, faut jamais s'empêcher d'essayer de faire bouger les choses de façon plus large, d'avoir un impact qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire que SFR nous a commandé en fait une mission qui était de proposer des candidats différents, mais de fait, on a rayonné de façon beaucoup plus importante sur leur politique RH. Donc je trouvais ça intéressant de vous le partager. Depuis qu'on s'est créé, on a toujours, donc on vend aux grandes entreprises, mais on sait bien que les jobs, ils sont dans les petites et moyennes entreprises. Le gros des recrutements sont là. Donc depuis qu'on s'est lancé, en fait, on a eu toujours cet espoir et cette envie de développer une offre pour ces structures. C'est chez nous l'offre non payante. C'est-à-dire que les copains nous envoient « Tiens, je recrute dans ma petite boîte, tiens, on a un besoin. » Et nous, comment on fait pour essayer d'avancer sur ces questions-là, parce qu'on sait que potentiellement on peut placer. Donc on a d'abord structuré une offre non payante qui nous prenait un ETP annuel, avec des résultats qui étaient mitigés parce que on s'est aperçu au bout d'1 an, en fait, quand on ne paye pas un service en face, les boîtes qui ne payaient pas, elles n'étaient pas sérieuses, elles ne recontactaient pas nos candidats, elles ne faisaient pas bien le job. Donc on a fait un petit peu évoluer notre système, on a monté, on faisait des CV vidéo, on s'est dit, tiens, on va faire une CV vidéothèque, qui
quand on aura des demandes spontanées, on va demander aux entreprises qui veulent recruter gratuitement, on va leur dire servez-vous dans le stock de candidats qu'on a. CV Vidéotech, puis c'est CVTech. On s'est dit tous les candidats qu'on voit qui sont géniaux, on va offrir l'opportunité à ces petites boîtes TPE-PME d'aller chercher spontanément dans ce vivier. On s'est dit ouais, ça y est, on a trouvé, c'est gratuit pour elles et il y aura de l'efficacité. Bon. Et en fait, ce que les entreprises faisaient, c'est qu'elles nous rappelaient en me disant alors, c'est super, hein, votre CVTech, j'adore. Par contre, moi, mon besoin, il faut qu'il parle l'anglais, il faut que la personne, qu'elle ait tel ou tel type de compétences. Et là, je n'ai pas trouvé. Donc, est-ce que je peux je vous redonne mon besoin, est-ce que vous pouvez quand même regarder donc pareil, on avait du coup toujours un ETP qui s'occupait de faire vivre cette CVTech, avec des mailings, avec une campagne marketing, à se prendre la tête. On s'est dit, bon, en fait, notre truc, ça ne fonctionne pas, parce que les entreprises, elles ont quand même besoin d'un conseil RH. Et donc, on en est venu, mais ça, c'était encore 2 ans après, à structurer cette offre qui s'appelle la Mosaic Connect. On s'est dit, bon, les entreprises, elles n'ont pas les moyens de payer notre service. On va aller trouver des financeurs, fondations, collectivités, et on va vendre le fait de sensibiliser des entreprises petites sur ces questions de recrutement, soit en local, en territorial, ou de recrutement diversifié. On va faire une mission, alors pas une mission de A à Z parce que ça prend un temps dingue, mais on va diffuser l'offre, ce que la boîte n'a pas le temps de faire. On va la conseiller sur la façon de rédiger son offre. On va remonter des profils, on va les sélectionner, puis on va lui envoyer quand même une shortlist. Et on va préparer les candidats. Et du coup, là, ça a fonctionné, parce qu'on a adapté un service qui se rapprochait du besoin de nos petites TPE-PME. Donc voilà le cheminement, par exemple, de comment on en est arrivé à structurer cette offre, qui est une offre non payante, donc normalement, je ne devrais même pas vous en parler, parce que sinon... Grandir soi-même, et on n'a pas fini de grandir, puisqu'on en est à la V2 de l'utilisation de Salesforce, qui est un Customer Relation Management. Au départ, on sortait 3 soirs par semaine pour aller sur des événements business, avec Saïd, tout le temps dehors. Bon, c'est comme ça que ça marche, hein. Franchement, sur nos métiers, sur nos sujets, taper dans le dur et décrocher le téléphone pour avoir des rendez-vous avec les DRH de très grandes boîtes, c'était compliqué. On a beaucoup été dans le relationnel et on est allé beaucoup au contact. On est beaucoup allé sur les événements qui étaient professionnels, c'est-à-dire des événements de DRH. Pendant 2 années de suite, là récemment, on était au MEDEF. Notre cible sont quand même les grandes entreprises qu'on facture. Elles sont où? Elles sont à l'événement du MEDEF. Elles sont dans tous les gros événements des RH, les remises de prix, les trophées RH. En fait, c'est là qu'il faut qu'on soit. On adore les événements ESS, on y est aussi, mais pour aller chercher de la carte de visite, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. On a eu la chance d'être accompagnés par Accenture depuis 6 ans, et qui nous ont fait une petite étude sur la segmentation de notre marché, parce qu'on passait une énergie folle en fait à essayer d'entretenir, à développer des comptes sur lesquels finalement on ne gagnait pas grand-chose. Donc ils nous ont segmenté en fait tous nos clients, tous les clients qu'on avait eu pendant les 5 premières années, nous a permis un petit peu de focaliser un peu mieux l'énergie sur chez qui il fallait aller taper et rien lâcher pour pouvoir signer un peu plus de contrats. Et ça, c'est venu après. Je pense que si j'avais rencontré les petites rivières avant, il y a 10 ans, on aurait été quand même beaucoup plus vite. Parce que tout ça, ça s'est fait un peu en marchant. Structurer une équipe, au départ, je ne dis pas que tout le monde faisait du commercial, mais presque. Et on ne peut pas être toujours commercial, faire le commercial, faire la prod. Donc il a fallu à un moment donné faire des choix. Donc il y a quelqu'un de chez nous qui s'appelle Mariam Katab, qui est là quasiment depuis le début, qui aide vraiment à structurer le développement commercial entreprise et qui récupérait les cartes de visite, faisait les propositions commerciales, suivait les comptes, parce que c'est pas tout d'accrocher, il faut après pouvoir signer. Et ça demande une rigueur qui n'est pas forcément celle toujours des gens qui font un peu le show. Il faut vraiment quelqu'un en interne qui soit rigoureux dans la façon d'avancer avec les entreprises, d'être très rigoureux, relancer, tout ça, ça prend du temps.
Donc quand on est tout petit, c'est plutôt les fondateurs qui le font. Mais après, dès que c'est possible, d'avoir quelqu'un dont c'est le job. Pareil, structurer une équipe. Ensuite, on a fait évoluer quelqu'un sur un poste de commercial pur et dur. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait les mêmes réflexes que des entreprises classiques. Un commercial, il vend. Il est rémunéré en pourcentage aussi de ce qu'il vend. Pas oublier la prod. On peut vendre tout ce qu'on veut. Nous, on a 80% de repeat business parce que les équipes font un travail qui est propre, qui est posé, qu'on peut mesurer. Et sur le recrutement, de toute façon, on voit. C'est-à-dire on a une mission, on place. Est-ce que la personne reste? Est-ce que la boîte est contente? Donc jamais oublier la prod. Parfois, il ne faut pas vendre. Il ne faut pas vendre des missions un peu pourries. Il ne faut pas vendre à des clients dont on sait qu'ils ne vont pas jouer le jeu. Il ne faut pas vendre à des gens qui sont dans du social washing, c'est-à-dire qui veulent très peu payer pour avoir un max de visibilité et un minimum d'impact. Donc il y a des fois où on a choisi de ne pas y aller, où on a choisi de ne pas re-signer. Et je pense que dans nos entreprises, en fait, toujours avoir le... Voilà, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on dépense de l'énergie, c'est à mon sens assez important de se dire, il y a des gens avec qui, ouais, on n'a pas envie de travailler avec eux, parce qu'on sait, vous avez un retour de candidat qui est terrible, c'est-à-dire ils embauchent, et puis en interne, c'est terrible pour le candidat, qui n'est pas bien accueilli, enfin, voilà. Je pense que sur nos métiers, il faut toujours quand même avoir le sens, quel sens on donne à ce qu'on fait. L'offre et le tout. Penser le développement comme un tout qui interagit. Quand on va voir une entreprise, on veut vendre des prestations de recrutement parce que notre but, et il le disait très bien tout à l'heure, c'est vendre plus, faire plus de chiffre d'affaires, c'est plus d'indépendance sur notre modèle au global. Vendre plus de prestations de recrutement, on est sûr qu'on place plus de candidats. Mais il ne faut pas oublier le tout. Quand on va voir un DRH, potentiellement, il est peut-être dans le copil de la fondation. Et donc, jamais arriver en se disant « ce que je veux vendre, c'est ça ». Parce qu'on peut très bien rentrer dans une entreprise, il va nous dire « ah, recrutement, en ce moment, c'est compliqué, le DRH est en train de changer ». Par contre, sur la fondation, là, on peut peut-être vous aider sur un de vos programmes d'accompagnement de candidats. Donc c'est un peu parfois comme ça qu'on rentre. Par exemple, Accenture, on est rentré par la fondation, et maintenant, on vend des prestations de recrutement côté RH, ils soutiennent la fondation. Donc, jamais essayer d'arriver en rendez-vous. Bien sûr, on a toujours envie de vendre des choses, placer des choses, mais d'être un petit peu dans l'écoute et de savoir qu'est-ce qui va être possible à un moment donné de placer. Et donc, bien sûr, il y a le business, mais nous, il nous arrive de rentrer par d'autres biais. Que ce soit, ça peut être via la fondation Mosaïque ou par nos activités d'accompagnement ou de lab. Par exemple, là, SFR, ils vont financer notre nouveau projet digital. Et du coup, de nouveau, il y aura peut-être une opportunité de rencontrer les RH. Donc voilà, nous on pense le tout, marchand, non marchand, mais un contact en fait doit pouvoir nous aiguiller sur... Et donc ça veut dire qu'entre nous, il faut qu'on se parle. Parce que si on ne se parle pas, on voit des gens différents dans l'entreprise et on passe vraiment pour des tocards. C'est arrivé. Donc ça aussi, il a fallu qu'on se cadre entre nous aussi. S'allier, mais avec qui? On ne peut pas tout faire, je crois que tu avais raison, il y a des trucs... On aimerait tout faire, mais l'énergie qu'il y a à y mettre n'est peut-être pas rentable. Donc par exemple, avec Accenture, dont je vous disais qu'on a développé pas mal de choses, on a été ensemble sur une mission de conseil pour l'armée de terre, où nous, on avait notre spécificité conseil RH sur les aider comment inclure plus de diversité, comment promouvoir en interne un peu plus des profils qui étaient atypiques. Et puis Accenture avait sa grosse méthodologie, cabinet de conseil, que nous, on n'a pas. Donc on avait une mission réussie qui était intéressante et pour eux et pour nous, c'est-à-dire qu'on en sort grandi. On travaille avec Tenzin Conseil, qui est une entreprise, une petite entreprise, mais qui marche très bien, qui a un positionnement un peu différent, notamment ses missions de recrutement. Donc on a fait des missions de recrutement pour eux. Ils intègrent des profils très différents des profils classiques, habituellement trustés par les cabinets de conseil, en gros, grande école, et puis assez
clonés. Et puis on a fait des prestations pour le groupe qui s'appelle Groupe EGAE. On a répondu ensemble à des appels d'offres sur de la formation. Eux sont plus sur l'égalité homme-femme. Et nous, on a plus notre spécificité, notre spécificité des diversités. Donc on a répondu à un appel d'offres pour une collectivité codée de l'Est de la France, qu'on a co-animé et travaillé ensemble, et sur les contenus et sur la façon de faire. Alors, ça fait un peu dinosaure de l'ESS, mais c'est vrai que quand on s'est lancé, Saïd était identifié par Ashoka, donc a été fellow Ashoka. Il y avait la bourse, normalement, qui devait le financer 1 an. Il a choisi de nous financer, qu'on puisse se payer tous les deux pendant 6 mois. Donc en gros, c'était le coup près. Il fallait qu'on ait 6 mois pour pérenniser le modèle, rentrer du business et vendre des prestations. Là, on a fait appel à notre réseau, et c'est... Déjà, la première à nous faire confiance, c'était une amie qui était DRH et qui nous a dit « Moi, je veux recruter, ma boîte, elle est pas très diverse, donc aidez-moi à recruter. » Et puis, on a eu la chance quand même de porter un projet qui était novateur, positif. Et on a eu l'opportunité d'avoir des journalistes qui ont dit « Tiens, cette innovation-là, elle est intéressante. » Et du coup, on est monté un peu au créneau, on a occupé le terrain, comme je dis, on allait dans les rencontres business. Et puis, on a eu une entreprise qui nous a fait confiance, qui était Engie. À l'époque, c'était Gaz de France. Parce qu'il y avait un des managers, décideurs, qui avait monté une initiative autour de l'insertion, enfin qui était lui très pris par ces questions. Puis quand on bosse avec Engie, c'est plus facile d'aller convaincre SFR. À l'époque, SFR, la personne qui était tout ce qui était citoyenneté, RSE, nous a mis en lien avec TF1, avec le DRH de TF1 qui a signé. Et en fait, le début s'est fait un petit peu comme ça, sur la base aussi de qualité. Il y a 10 ans, on était sur la charte de la diversité, en gros. Les entreprises se posaient pas mal de questions. Il y en avait certaines qui étaient aussi dans des problématiques de recrutement. Capgemini est venu nous voir parce que le major de promo d'HEC, il n'y en a qu'un. Et quand on a de gros besoins de recrutement, il faut se poser les vraies questions, diversifier un peu le sourcing. Donc c'est vrai qu'on est arrivé à un moment donné où il y avait quand même des boîtes qui se posaient les bonnes questions. Le campus Mosaïque, il est gratuit pour les candidats. C'est vraiment ce qu'on veut nous poursuivre. Donc on va chercher des financements auprès de collectivités pour la moitié des fonds qu'on va détecter, et des financements privés de type fondation. On va chercher des fonds. Sur le côté un peu financement public, on est presque dans un peu des missions de service public, parce que quand vous avez une mairie ou un département qui vous commande l'accompagnement et le placement de candidats, vous avez des objectifs à tenir. Nous, quand ils rentrent dans nos programmes, 6 mois après, il y en a 80% qui ont trouvé un poste stable à hauteur de leurs compétences sur des CDD plus de 6 mois. Donc voilà, quand une collectivité vous fait confiance, c'est pour ça qu'elle vous missionne. C'est vraiment pour avoir des objectifs concrets. Donc voilà un peu comment on finance cette activité-là. Oui, on a essayé de regrouper pour que ça soit plus lisible, parce qu'avant, il n'y avait pas... Enfin, c'était un peu compliqué quand on a fait ce travail il y a un peu plus de 3 ans, on a interrogé nos clients. On avait un site internet aussi, on savait pas trop, enfin les gens ne savaient pas trop, mais c'est une asso, mais ils vendent. Donc là, on communique quasiment plus sur le fait qu'on soit une asso. On dit cabinet de recrutement et de conseil. Et puis après, on adapte quand on va voir nos partenaires, notamment institutionnels ou fondations. On a la capacité aussi à adapter, mais comme on veut augmenter notre chiffre d'affaires, on veut toucher plus d'entreprises, on a privilégié en fait les modes de communication plus tournés business. Que comprennent de mieux en mieux les financeurs aussi, puisqu'ils ont de moins en moins d'argent. Sur la partie non marchande, on a une centaine de bénévoles. Alors là, pareil, les bénévoles ont des missions bien structurées et dictées. On fait en sorte, quand on monte des dossiers de subvention, ce qui est fait par des salariés, on demande des subventions. Ce qui est fait par les bénévoles est bien sanctuarisé dans des activités qui sont non marchandes. On ne fait jamais faire des missions de recrutement par des bénévoles. Donc, ça a demandé aussi de structurer vraiment les activités en lien avec la façon dont on est financé.